Ah, Merci, je suis très honorée. oh, d'accord, merci beaucoup. Bon. Nous allons commencer notre entretien. Mhm. Moi, c'est Monsieur Bachirou Njoya et je suis le secrétaire général de la Fondation Princesse Momafon Rapietou Njoya. Et Enchantée. merci beaucoup. Et nous conduisons le projet pour mettre en place le pôle d'auditeurs libres et indépendants. Notre organisation est accréditée à l'UNESCO et Oui, j'ai été en 2024 membre du conseil et d'administration du Forum des ONG qui regroupe plus de 250 ONG accréditées à travers le monde. Et j'ai été le représentant du groupe africain en 2024. Et je vais donner la parole à ma sœur du membre du comité scientifique de sélection de se présenter. Ensuite, après sa présentation, nous aimerions aussi que vous donnez votre présentation en quelques minutes. Et aussi, nous aimerons vous faire comprendre que l'entretien va prendre au maximum 30 minutes et d'accord, les points que nous allons aborder quatre points principaux. Premièrement, votre expérience et votre expertise en matière de patrimoine culturel et matériel, vos compétences dans amener une étude de cas, ensuite votre aptitude et vos qualités personnelles, et enfin votre disponibilité et vos conditions de travail. Lorsque le décor est planté, je vais demander à ma collègue du conseil du comité scientifique de sélection de se présenter. Docteur Aza, vous avez la parole. Bonjour. bonjour. Alors, je pense que ma collègue et ma consoeur Douha, on se connaît d'avance. On Oui, a passé certainement. quelques années entre collègues à l'Institut national du patrimoine et on continue toujours donc à tisser d'autres relations dans d'autres cadres donc différents. Voilà, sans tarder, je pense que Bachirou, donc, Merci. Merci. en façon passée de ma présentation, veut que Voilà. pour avoir plus d'informations par rapport à sa carrière, donc en ce qui vous concerne. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour la belle présentation. Madame, vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter en quelques minutes. Oui, je vous remercie. Je suis très honorée d'être parmi vous. Je suis Zoha Laribi, épouse Galelou. Je suis docteur en sciences de l'architecture. J'étais architecte en chef à l'Institut national du patrimoine pendant 17 ans. Puis, avec cette double formation à la fois académique et administrative, j'ai pu accéder à la direction générale du patrimoine qui chapeaute toutes les institutions du patrimoine en Tunisie. Et j'étais nommée sous-directrice du patrimoine immatériel. OK. Voilà. OK. Merci beaucoup pour la présentation. Voilà, nous allons passer à la première articulation qui Mhm. concerne votre expérience. Nous voulons savoir, est-ce que vous pouvez nous décrire votre expérience et votre expertise en matière de patrimoine culturel immatériel? Oui. Moi, j'ai travaillé essentiellement au niveau de ma recherche et au niveau de mon travail sur terrain sur cet aspect, disons, qui articule le matériel à l'immatériel, puisque, puisque même au niveau de la Convention 2003, il est bien souligné que tout patrimoine immatériel devrait avoir une certaine traçabilité matérielle ou traçabilité enregistrée, bien sûr. Et donc, déjà, au niveau de ma recherche et de ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur
grosso modo, sur cette question des facteurs qui régissent la construction et les tracés des villes romaines et antiques en Tunisie. Par rapport à mon travail sur site, qui était normalement un travail de restauration et de prospection sur une partie très intéressante de la Tunisie, qui est le nord-ouest, j'ai essayé justement de travailler, surtout dans la région de Tabarka et de Jandoubeh, qui est au nord-ouest, qui a connu une longue histoire, surtout avec les Génois. J'ai travaillé sur les conditions qui ont édifié, qui ont créé cette ville avec toutes ses phases et ses états. Et ce travail a été couronné par un article publié avec Engage concernant la restitution justement de ce parcours de cet événement, ce que j'ai appelé un événement qui a créé carrément la ville. Donc l'immatériel, ça crée carrément ça crée les phases et les états et les différentes strates de la ville de Tabarka. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci, Doha. Donc, en votre Merci. qualité de sous-directrice du patrimoine immatériel au ministère des Affaires culturelles, est-ce que Mhm. vous pouvez nous décrire brièvement les expériences et votre rôle donc dans les cas d'études réalisées? Oui, alors maintenant, nous travaillons sur quelques projets très importants. D'abord, sur ce système ou cette capitalisation de savoir-faire autochtone au niveau des modes constructifs dans toute la Tunisie, du nord au sud. C'est un projet que nous venons de mettre en place avec des représentants régionaux et avec la capitalisation qui se fait au niveau, à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de la sous-direction, pour pouvoir créer une base de Base de connaissances, je données. dirais Oui. pas une base de données, mais c'est une base de connaissances qui servira pour mieux comprendre ces modes constructifs, parce que justement, ce savoir-faire est très important pour la restauration et pour la ravification de ces traditions et de ce savoir-faire très intéressant en Tunisie. Il y a un deuxième projet qui est aussi très intéressant, qu'on est en train de mener, qui a avancé quand même, c'est de voir et de savoir les savoir-faire et la possibilité, les possibilités offertes bon, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est la colonisation française qui a construit des villes, qui a construit des traditions. Par exemple, au nord-ouest, avec les domaines d'activité agricole et avec ce qui suit comme structure permanente, comme architecture. Donc, nous sommes en train de Bachirou, capitaliser. tu m'entends? Oui, oui, je vous entends bien. Très bien. Vous entendez, voilà. Oui, allez-y. Donc, nous sommes en train de capitaliser à la fois cette vie sociale, cette vie qui a créé les villes, en l'occurrence les villes cheminots de Bouarada. Bouarada, d'ailleurs, c'est un exemple extraordinaire de ville de société française très importante qui a carrément créé la ville. Donc, OK. voilà. Cette D'ac- direction essaye, au-delà des traces, de puiser dans les conditions immatérielles de la construction de ces villes. Et ça, c'est un deuxième projet qu'on est en train d'élaborer au sein de notre sous-direction. OK, c'est OK. Voilà, Madame, on aimerait savoir quelles sont vos connaissances de la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quelles sont vos connaissances en termes de cette convention?
C'est-à-dire mes connaissances, j'ai pas C'est-à-dire, compris. qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous entendez, quels sont les outils, comment vous comprenez par convention de l'UNESCO de 2003? Est-ce que vous avez des connaissances sur cette convention? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et pour moi, je vous le dis clairement, je pense que c'est une continuité logique et claire de la Convention 72. Et d'ailleurs, la Convention 2003 le dit clairement que, elle vient pour pallier au manquement au niveau de la protection réelle et effective du patrimoine immatériel, que la Convention 72 a omis, entre parenthèses, de dire clairement. Voilà, donc moi, je la vois en continuité et c'est un outil de travail extraordinaire à la même hauteur et à la même égalité de la Convention 72, mais qui est propre au patrimoine immatériel. Et voilà, quelle est votre compréhension sur les enjeux éthiques liés à la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel, notamment en ce qui concerne le Les consentement droits de libre, l'homme. oui, le droit de l'homme et le Mhm, consentement libre et éclairé des communautés et la reconnaissance mhm. de leur rôle ancestral. Oui, écoutez, toute convention, c'est un outil de mise en valeur du patrimoine. Et quand on parle de mise en valeur du patrimoine, il faut respecter d'abord une certaine éthique. À savoir, et comme c'est cité clairement, je crois, c'est dans les directives générales, mais aussi dans quelques articles de 2003, il y a une certaine éthique à respecter. C'est-à-dire que toutes les traditions euh, ne respectent pas euh, ne respectent pas nécessairement et forcément les droits de l'homme, les droits de la femme, etc. Donc, force est de savoir choisir et mettre en valeur euh, un certain savoir-faire ou une certaine tradition dans le sens anthropologique du terme, mais pas dans une lecture simple, parce que la mise en valeur nécessairement, c'est une médiation. Donc, c'est une médiation et c'est une sorte de conservation ou pour les différentes communautés. Et donc, il faut choisir et il faut essayer de sélectionner un certain savoir-faire et certaines traditions qui respectent les droits de l'homme, les droits de la femme et tout autre type de droits conservés et garantis par la communauté internationale. Voilà, nous allons aller au prochain point qui concerne vos compétences à mener une étude de cas. Sur ce, nous voulons Oui. savoir comment abordez-vous la conception et la mise en œuvre d'une étude de cas. En d'autres termes, quelles sont les étapes clés que vous suivez généralement lorsque vous voulez mener une étude de cas? Personnellement, d'après ce que j'ai fait déjà et d'après ma petite expérience dans le domaine, il y a toujours une phase d'enregistrement. C'est-à-dire, il y a une lecture nécessaire sur terrain, une lecture nécessaire qui est d'abord ethnographique puis anthropologique, c'est-à-dire qui concerne la structure elle-même, mais qui la compare après à des standards internationaux pour classification. Donc, nécessairement, il y a cette phase d'enregistrement et de documentation, puis cette phase analytique pour pouvoir essayer de dégager l'essentiel de cette structure à étudier et à mettre en valeur. Grosso modo, ces trois étapes essentielles. Hazard? Oui, merci, Doha. Donc là, on passe à la question suivante. Comment assurez-vous la triangulation des données et la validité des conclusions dans une étude de cas qualitative?
Donc, c'est autour de la Oh, connaissance et application des techniques pour mieux de faisabilité et crédibilité des résultats. je vous ai pas compris, madame. La validité des données, comment pouvez-vous l'assurer? Bah, Dans le à cas des travers, enquêtes, voilà, à travers l'étude de cas, etc., comment orientez-vous cette étude vers mieux, plus de crédibilité et de validité? Donc, certainement par, en d'autres termes, oui, comment rassurez-vous que l'information que vous avez collectée est crédible et vraie? C'est la c'est, triangulation. voilà, c'est par le choix d'un corpus qui est homogène, qui est représentatif, qui est assez important pour pouvoir s'assurer que le résultat donné n'est pas dirigé vers un facteur bien déterminé, clairement. Oui. Oh, voilà. Et maintenant, quelles sont vos compétences en matière de rédaction de rapports d'études, de cas clairs, concis, analytiques, incluant les recommandations? Quelles sont vos compétences dans la rédaction? Par exemple, vos compétences. Donc, il revient, Monsieur Bachirou, je crois. D'accord. Bachirou, Voilà. vous avez un problème de connexion? Désolé, Vous avez fait... Aïe, j'ai perdu la c'est pas grave, connexion C'est là. pas grave. C'est c'est pas pas grave. grave. C'est pas D'accord, grave. d'accord, ça Voilà, marche. elle vient, donc tu reprends. Voilà, avec quand même 20 ans D'expérience. d'expérience, avec tous les articles que j'ai écrits, je peux d'ailleurs, et tu sais, Hazard, tu connais quelques articles, et Oui. avec les projets que je mène, je pense que le niveau de rédaction reste garanti quand même. Oui, oui. Ce sont des questions standards qui ont été posées à Oui, tous ceux oui, mais qui ont bon, postulé. oui, oui, tout à On fait, tout n'en à doute fait. pas. Je respecte, bien sûr, je Oui. respecte. Ok, Voilà. merci. Donc, alors là, une autre Merci. question relative à vos aptitudes et vos qualités personnelles. Personnel? Oui, concernant l'organisation du travail et le respect des délais dans le cadre des missions indépendantes. Et vous avez assuré pas mal de missions, je le sais. Oui. Bon, voilà, vous savez que je travaille à l'administration, j'enseigne, mais toujours est-il, c'est très important de prendre au sérieux toute mission, toute mission. Donc, moi, je dirais que il faut être il faut dès le début être d'accord sur les délais, sur la disponibilité de chaque projet au cas par cas. Et bien sûr, il faut assurer, ça c'est certain. Ok. Très bien. Maintenant, en termes de vos compétences en communication interculturelle, euh, Oui. vous pensez avoir des compétences, vos capacités à interagir avec une variété d'acteurs? Euh, moi, je vous dis avec toute la certitude, oui, tout simplement parce que je suis cheftaine scout et vous savez qu'avec le scout, on est éduqué sur la communication intergénérationnelle et intercommunautaire. Donc, ça, c'est clairement oui. Oui, mais quelles sont D'accord? vos motivations à contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel dans le cadre de cette mission euh, d'auditeurs libres et indépendants? Quelles sont vos principales motivations? Qu'est-ce qui vous motive à contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel dans la mission que nous voulons vous offrir? Quelles sont vos principales motivations? D'accord. Écoutez, moi je pense que pour tout professionnel du patrimoine, la motivation et la raison d'être même euh, nécessaire, c'est d'alimenter toujours son expérience avec différents cas à étudier. Ça, c'est une. De deux, moi j'ai fait quand même pas mal de formations avec le Getty Conservation Institute, avec l'Université d'Oxford, avec l'UNESCO aussi, etc. Et
je crois que pour notre métier spécialement et pour le patrimoine matériel et immatériel, il faut toujours être sur terrain. Ce n'est pas du tout théorique. La théorie sert énormément. Les conventions servent énormément pour cadrer et encadrer notre travail. Mais notre fin et notre apport final et nécessaire, c'est vraiment le côté pratique des choses qui s'alimente petit à petit à travers l'ouverture sur de nouvelles expériences et de nouveaux horizons. Voilà. Donc, moi, je cherche toujours ce genre d'expérience qui est nécessaire pour mon développement personnel et qui est nécessaire pour servir aussi le patrimoine universel, parce que le patrimoine, il est universel. Voilà. Bon, d'accord. Merci, Doha. Merci. Vas-y, Bachirou, vas-y. Oui, Douha, nous allons aborder la dernière ligne droite, la dernière, Oui, je vous deux en dernières prie. questions. Nous allons parler de votre disponibilité et les Oui. conditions que vous aimeriez que ça soit réuni pour réaliser cette mission. On veut savoir quelle est votre disponibilité. Est-ce que vous serez disponible pour réaliser des études de cas ponctuelles sur une base libre et indépendante? Mhm. Est-ce que vous serez libre de réaliser des études de cas ponctuelles sur une base libre et indépendante? Oui, mais j'ai pas compris. Disponible dans quel sens? Disponible C'est-à-dire, est-ce que vous aurez physiquement? suffisamment du temps à Oh, oui, bien sûr. consacrer pour mener une étude de cas que vous allez choisir, vous-même, vous allez choisir un domaine thématique lié à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Je vous rappelle que la Convention de 2003 en a identifié 5 grands domaines du patrimoine Oui, culturel immatériel. Et ça serait à bien sûr, vous, oui. ça serait à vous d'identifier un domaine, De ces. un de ces domaines et d'identifier le Mhm. problème que vous voulez résoudre pour réaliser. Nous voulons savoir si vous aurez suffisamment de temps pour conduire cette étude. Ben, moi, je vais vous répondre autrement. Ouais. Bien sûr, tant que je me suis engagée, je demandais ça, bien sûr que je dois être disponible, je devrais être disponible. Mais faut-il déjà savoir l'étude à mener, le temps alloué et les conditions logistiques à le faire? Est-ce que ça sera par une recherche académique d'abord, puis avec une recherche sur terrain? Est-ce que ça sera dans un temps limité? Est-ce que ça sera avec un temps que je choisis? Donc, je pense que c'est une question qui se pose au fur et à mesure de la concrétisation et de la proposition du projet. Voilà. OK. Non, nous aimerons vous rappeler, s'il arrive que vous êtes sélectionné parmi le pool d'éditeurs à mener cette étude, Oui. on vous rappelle que Mhm. c'est vous, puisque c'est une étude qui va se passer de façon indépendante, c'est vous qui allez élaborer Oui. votre programme, votre projet, votre programme et vos échéanciers de Ah, c'est très travail. bien ça. Oui, c'est vous C'est qui très bien. allez élaborer tout et nous proposer pour validation. Parce que D'accord. C'est très très bien. oui, nous devons travailler dans la coordination pour que vous ne vous allez pas au-delà de ce que nous avons prévu dans le cadre du projet. Et c'est-à-dire, vous allez définir votre travail, la problématique, la zone même où vous voulez travailler. Ça dépendra Mhm. de vous. Vous voulez travailler. Si vous voulez faire une étude uniquement dans votre zone de Qui est compétence académique. Voilà, oui. académique en Tunisie, si vous voulez aller sur le terrain, ça dépend de vous. Mhm. Mais nous voulons Donc, seulement... oui,
Tant que c'est moi qui va proposer pour validation, je pense que oui, je serai disponible, bien sûr. J'assume, j'assume ce que je propose, quoi. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez quelques questions à poser par rapport à la compréhension de votre mission? Est-ce que vous avez d'autres Non, questions? pas particulièrement, non. J'aimerais découvrir petit à petit cette expérience très subtile. Donc voilà, si je serai sélectionnée, je sais que je vais découvrir. C'est un peu comme le patrimoine exactement. La découverte ne s'arrête pas. D'accord. Asa, Voilà. tu peux donner quelques mots en termes de motivation de ce travail, quelques éléments pour la motivation de ce travail? Oui, oui, mais j'ai pas voulu intervenir parce que je voudrais que les choses se passent d'une façon très objective, comme moi et Doha Oui, déjà. bien sûr. Voilà. Mais juste, j'ai une dernière question à poser à Doha. Est-ce que déjà tu as une idée sur le projet que tu vas chapeauter dans le Du cadre tout. de ce nouveau projet? Ah, tu n'as pas encore Du tout. choisi le corpus d'études? Non, 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 du Mais tout. je serais certaine que ça va toujours être influencé par la formation d'architecte. Donc, Oui, le bien sûr, savoir-faire bien sûr, sera bien toujours sûr. dans le cadre des techniques constructives, la tectonique. Et voilà. Oui, Donc, oui. je pense que c'est donc le choix. Après, c'est le corpus d'études, le cas exact donc, sur lequel tu vas travailler. Mais là, nous avons Surtout, Hmm? oui, surtout que moi, je travaille sur l'architecturologie, la systémique, la théorie de la complexité. Donc, ça va Ouais, être bien sûr dans le bas. dans ce bain, oui, bien sûr. Oui, Voilà. Mais d'accord. Dora, Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai, hein. oui, ce que je veux aussi vous rappeler, si vous consultez notre Oui, appel à candidature, il y a une série de thématiques que nous avons proposées. Vous allez aussi oui, consulter ces différents thèmes pour essayer de choisir l'un des thèmes oui. qui vous intéresse. Vous pouvez vous pouvez aussi réaliser deux études de cas, ça n'empêche pas si déjà vous Mhm. êtes sélectionné. Et nous vous rappelons que les résultats de ce travail seront présentés durant les rencontres internationaux, puisque notre organisation est accréditée à l'UNESCO. Nous comptons le faire et Oui, nous comptons aussi rédiger un livre et publier au niveau des revues scientifiques internationales. Et donc, c'est oui. autant de choses dont nous voulons un peu du sérieux, nous voulons du sérieux dans ce travail. Et là, donc, nous vous remercions, madame, pour votre C'est moi. disponibilité. Euh, Nous allons Voilà. À très bientôt. étudier votre À dossier. très bientôt. À très bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tout le Écoutez, monde. c'est moi qui vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, Allez, Laura. Ciao, au ciao. Bye revoir. bye. Au Ciao, revoir. ciao, au revoir. Au revoir.